Merci, Madame la Présidente. Alors, dans le domaine des affections liées à l'amiante, cette première diapositive, pour rappeler quelques notions connues, l'amiante entraîne un certain nombre d'affections bénignes de façon certaine, qui sont mentionnées en bleu foncé sur cette diapositive, donc la fibrose parenchymateuse ou asbestose, les plaques pleurales ou la fibrose de la plèvre viscérale. Controversée, l'induction par l'amiante de BPCO, dont je reparlerai un peu plus tard. Et puis l'amiante est à l'origine d'un certain nombre d'affections malignes, donc les cancers certainement liés à l'amiante sont cancer du poumon et mésothéliome de divers sites. Le Centre international de recherche sur le cancer a également classé les sites larynx et ovaires comme étant certainement liés aux expositions à l'amiante. Et puis sont controversés actuellement les sites estomac, œsophage, enfin un certain nombre de cancers digestifs et cancers du pharynx. Alors, au cours de mon exposé, je vais m'appuyer sur des données issues d'une cohorte française, la cohorte ARDECO, qui est l'acronyme anglo-saxon de la cohorte d'affections liées à l'amiante, des maladies liées à l'amiante, qui a été mise en place suite à la conférence de consensus de 1999, qui, comme vous vous en rappelez certainement, avait émis un certain nombre de recommandations dans le champ de l'évaluation de l'exposition à l'amiante, qui avait recommandé la pratique de l'examen tomodensitométrique thoracique, qui sera évoqué un peu plus tard. Et surtout, à la suite de cette conférence, donc, la DGT, enfin le ministère de l'Emploi et de la Solidarité à l'époque, et la direction des risques professionnels de la CNAM-TS avaient soutenu une étude expérimentale multirégionale. C'était le programme dit SPPA pour suivi post-professionnel amiante et son acronyme anglo-saxon APEX, qui a été poursuivi par la cohorte ARDECO. Et puis en 2010, il y a eu la commission d'audition réunie par la Haute Autorité de Santé sur le suivi post-professionnel après exposition à l'amiante. Donc ce programme ARDECO s'est déroulé dans 3 régions, Normandie, Aquitaine, Rhône-Alpes. Et donc il a permis de recruter, alors si je réussis à voir le pointeur, bon apparemment, donc c'est la colonne de gauche, un peu plus de 16 000 personnes qui ont toutes bénéficié d'un questionnaire d'évaluation des expositions à l'amiante, et ces sujets se voyaient proposer de réaliser à l'époque des explorations fonctionnelles respiratoires, une radiographie thoracique, je redis, à l'époque, car évidemment aujourd'hui, certainement pas, un scanner thoracique, et puis il y avait eu un volet psychologique déroulé en Normandie. Et surtout, l'élément important, c'est qu'un peu plus de 5800 personnes ont leur scanner qui a pu être recueilli au niveau des structures régionales de coordination. Et au cours des phases ARDECO 1, 2, 3, 4 que vous voyez sur cette diapositive, eh bien, ce programme a permis d'acquérir des données nouvelles, à la fois affiner l'exposition à l'amiante de chaque individu avec l'aide d'hygiénistes industriels, procéder à une relecture des scanners dont je vais vous reparler, et puis regarder au cours du suivi la survenue de différents sites de cancer. Donc pour ceux qui souhaitent avoir des détails par rapport aux études que j'ai présentées, les différentes valorisations de ce travail et les résultats précis sont mentionnés dans les publications inscrites en bas de cette diapositive. Alors, première question, le lien entre amiante et BPCO. Au moment où l'étude a été faite, il y avait un contexte de responsabilité controversée de l'amiante dans le développement de la BPCO, avec une position officielle de la société de pneumologie américaine, donc l'ATS, qui concluait en 2004 que les études épidémiologiques retrouvaient une association significative entre amiante ou asbestose et une réduction des débits, affirmation qui était contestée à l'époque par un certain nombre d'auteurs, notamment du fait de l'absence de démonstration de relation dose-effet et surtout d'une mauvaise prise en compte des facteurs de confusion dans les études publiées, qu'il s'agisse du tabac, qu'il s'agisse des anomalies radiologiques qui, de surcroît, à l'époque, ne portaient que sur des radiographies au moment de cet official statement. Alors, dans le contexte ARDECO, nous avons pu mener une analyse sur un peu plus de 3600 sujets,
dont l'immense majorité avait un scanner thoracique. Ils avaient un âge moyen d'environ 63 ans, majoritairement masculin, et ils avaient été exposés en moyenne environ 28 ans. Donc, pour analyser le lien entre l'exposition et la survenue d'anomalies fonctionnelles, il y a 3 types d'analyses qui ont été réalisées. La comparaison des paramètres fonctionnels en classant les sujets dans 5 sous-groupes d'exposition cumulée croissante, donc 5 quintiles d'exposition cumulée croissante. Deuxième analyse, regarder le lien entre l'index d'exposition cumulée, ou IEC, calculé pour chaque individu, et ses paramètres fonctionnels. Enfin, troisième mode d'analyse a consisté à regarder la proportion de résultats considérés anormaux dans les différents quintiles d'exposition cumulée. Alors, les résultats, bien, les valeurs du coefficient VEMS sur CVF, donc qui est le meilleur paramètre pour estimer un trouble obstructif, et les débits périphériques, le DEM 2575, ne diffèrent pas selon les 5 sous-groupes d'exposition cumulée croissante. Deuxième analyse, pas de corrélation entre l'index d'exposition cumulée à l'amiante et les paramètres fonctionnels respiratoires une fois qu'on a pris en compte le tabagisme, l'index de masse corporelle et le centre où a été réalisé l'examen. Enfin, troisième mode d'analyse, la proportion de résultats anormaux qui figure dans les petits diagrammes qui sont à la partie médiane de la diapositive ne variait pas selon les sous-groupes d'exposition cumulée. Ce qui nous a amené à conclure que les résultats ne sont donc pas du tout en faveur de l'existence d'une relation causale entre exposition à l'amiante et troubles ventilatoires obstructifs. Alors à l'époque, Jacques Hamey, qui avait piloté ce travail, avait souligné que certes, la participation des sujets reposait sur le volontariat, que des sujets qui avaient des maladies antérieurement diagnostiquées avaient probablement peu participé. Est-ce que les sujets ayant des IEC les plus élevés correspondaient à des sujets plus résistants? Bon, néanmoins, la solidité de l'étude reposait sur ces évaluations d'exposition individuelle et la disponibilité du scanner chez l'immense majorité des sujets. Deuxième question, les plaques pleurales et l'éventuelle difficulté de leur mise en évidence. Pour l'étude Art-Déco, il a pu être procédé, ainsi je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure, à une relecture des scanners thoraciques par des radiologues experts. Alors, équipe de radiologues experts qui est coordonnée par François Laurent, qui fera la présentation juste après moi, et il a été procédé à une double lecture indépendante, en aveugle vis-à-vis du niveau d'exposition à l'amiante, une troisième lecture si les experts étaient discordants, et évidemment, donc les lecteurs ne savaient pas ce qu'avait dit le radiologue qui avait réalisé l'examen. Le bordereau standardisé, François Laurent y reviendra. Alors, les deux principales indications importantes, nous avons regardé les plaques pleurales et l'asbestose essentiellement. Pour les plaques pleurales, vous avez à gauche les résultats de la lecture initiale selon le compte-rendu du radiologue qui a fait l'examen, qui savait parfaitement que cet examen était réalisé dans le cadre d'un suivi après exposition à l'amiante. Et puis, en colonne, on a les résultats de la relecture par les experts, donc le résultat de la médiane de relecture. Alors, en vert, vous voyez figurer les résultats concordants, c'est-à-dire absence de plaque pour le premier lecteur, absence de plaque pour l'expert, ou au contraire, présence de plaque pour le radiologue initial et pour l'expert. Et puis en rouge, les discordances. Alors, compte tenu du nombre très élevé de non-non, je dirais, le coefficient kappa qui teste le degré de cohérence entre lecteur initial et expert est considéré comme satisfaisant, puisqu'il est à 0,53. Ce qui est plus préoccupant, c'est les chiffres qui figurent en rouge, et on s'aperçoit que si globalement le pourcentage d'anomalies pleurales de type plaque pleurale était assez voisin entre les lecteurs initiaux, c'est-à-dire 15%, et les experts qui en trouvaient quand même 20%, ben, il y avait un nombre d'erreurs par défaut, par excès, qui était préoccupant et qui était plus important que le nombre de sujets pour lesquels les
les deux séries de radiologues avaient la même conclusion. Pour l'asbestose, la situation était encore pire, largement pire, je dirais, puisque vous voyez que les radiologues initiaux cotaient des asbestoses de façon beaucoup plus fréquente et avec de très nombreux faux positifs, aboutissant à un coefficient kappa mauvais, puisqu'il est à 0,13, comme vous pouvez le constater. Donc l'immense majorité des cas conclus asbestose initialement ne correspondaient pas à des asbestoses selon le radiologue expert. Alors, les conclusions de cette deuxième partie, c'est d'une part la fréquence des plaques pleurales à l'examen scanner, avec pratiquement un quart des sujets classés plaques lors de la lecture initiale, qui sont sans anomalie lors de la relecture, et puis pratiquement la moitié des sujets ayant des plaques retenues par les experts, en fait, n'étaient pas signalés lors de la lecture initiale. Alors, les enjeux médico-sociaux sont importants pour ces pathologies, et ça a incité à préconiser un compte-rendu standardisé d'examen thoracique, dont il sera reparlé tout à l'heure, et la mise en place, ça justifie la proposition d'un circuit de relecture avec une interprétation par des radiologues spécifiques. Ces résultats ont bien sûr été utilisés par la commission d'audition réunie par la Haute Autorité de Santé lors des recommandations de 2010. Troisième aspect, plaque pleurale et fonctions respiratoires. Donc le contexte, là encore, s'appuyait sur une controverse sur le lien entre plaque pleurale et altération de la fonction respiratoire. Beaucoup d'études ne mettant pas en évidence d'effets significatifs des plaques sur la fonction, et d'autres auteurs disant qu'il y avait une tendance restrictive. Alors, la réserve majeure de ces études antérieurement publiées est qu'elles étaient exclusivement basées sur la radiographie thoracique et non le scanner thoracique. Et donc le travail mené par Bénédicte Klein a consisté à comparer les paramètres fonctionnels respiratoires entre les sujets qui étaient étiquetés plaques pleurales et en séparant surtout les plaques pleurales isolées des plaques pleurales associées à d'autres anomalies. Le groupe épaississement pleuro-diffus a moins d'intérêt, et puis surtout on avait un groupe avec scanner normal, et on a employé une régression logistique multiniveau prenant en compte l'âge, le sexe, le tabagisme et l'index d'exposition cumulé. Alors, les informations obtenues figurent sur cette diapositive. Donc FVC, c'est la capacité vitale, FEV1, c'est le VEMS, et puis TLC, c'est la capacité pulmonaire totale. Alors vous vous apercevez que compte tenu du nombre très élevé de sujets, avec une toute petite différence, donc les résultats sont exprimés en pourcentage de la théorique, avec une toute petite différence entre le groupe 1A des plaques isolées et le groupe scanner normal, c'est tout de suite très significatif, mais pour l'immense majorité des sujets, évidemment, leur fonction respiratoire est considérée normale, puisque quand on a un VEMS à pratiquement 98% de la théorique, on ne peut pas considérer que ce soit pathologique. Alors, chez les sujets qui avaient des plaques isolées, on notait néanmoins une diminution de la capacité pulmonaire et de la capacité vitale forcée qui était liée à l'étendue des plaques, mais pas à leur épaisseur. C'est ce qui figure sur le petit schéma en bas à droite. Donc notre conclusion, une tendance restrictive qui augmente avec l'étendue des plaques, mais sans signification clinique pour l'immense majorité des sujets, et ça explique pourquoi, en dépistage d'affections liées à l'amiante, il n'apparaît pas légitime de proposer l'exploration fonctionnelle respiratoire. Quatrième question, le lien entre plaques pleurales et différents sites de cancer, en particulier les cancers respiratoires, mésothéliome ou cancer du poumon. Ça s'inscrit, là encore, dans un contexte de controverse où de nombreuses équipes, et j'en faisais partie, soutenaient jusqu'à ces travaux le fait qu'à exposition donnée, le fait d'avoir des plaques ne paraissait pas associé à un surrisque de développer des cancers. Alors, dans le suivi de la cohorte Ardéco, c'est 16 885 sujets, majoritairement masculins, il a été procédé à une analyse de l'incidence des cancers,
et à une étude de mortalité. L'âge était la variable d'intérêt principale étudiée dans ce modèle, qui était un modèle de Cox, et on prenait en compte le tabagisme, l'index d'exposition cumulée disponible pour chacun des sujets. Et puis j'y viendrai un tout petit peu plus loin. Quand on s'est intéressé au cancer digestif, on a pris en compte également des données de consommation alimentaire. Mais pour revenir au cancer respiratoire, la première partie concerne le mésothéliome pleural. Donc on s'est concentré sur les populations sexe masculin. Un peu plus de 20% avaient des plaques, dont les 3/4 étaient des plaques considérées typiques, c'est-à-dire bilatérales, d'une épaisseur d'au moins 2 mm et d'une étendue sur la coupe qui faisait au moins 1 cm. Dans cette population, 17 cas incidents de mésothéliome ont été enregistrés jusqu'à mars 2011. Aucun n'a été exclu par Mésopath, qui est le registre anatomopathologique qui s'occupe de la confirmation des mésothéliomes, 14 clairement confirmés et 3 considérés incertains ou inclassables, en général par défaut de matériel histologique. Petit problème, voilà. Alors, les courbes de survie de ce modèle de Cox vous montrent clairement que les sujets qui n'ont pas de plaque, qui sont sur la courbe en trait plein en haut, au fur et à mesure du temps, s'écartent des sujets qui ont des plaques peu typiques et encore plus des sujets à plaques typiques, ce qui se traduit en termes de hazard-risque, qui est l'équivalent d'un risque relatif, à un surrisque franc de mésothéliome associé à l'existence de plaques pleurales pariétales ou diaphragmatiques typiques. Donc ce risque est à 6,8 quand on se compare aux sujets qui n'ont pas de plaques, ces résultats étant obtenus après ajustement sur la latence et l'index d'exposition cumulée à l'amiante. Pour les plaques moins typiques, il n'y avait pas d'excès significatif. Enfin, il y avait un excès, mais voilà, qui n'atteignait pas la signification statistique. Donc cette étude d'incidence milite pour conclure que la présence de plaques pleurales paraît être un facteur de risque indépendant pour la survenue du mésothéliome pleural. Dans le domaine du cancer bronchique maintenant, nous avons procédé à une analyse sur les données de mortalité. Pour cette population, nous disposions du statut tabagique pour plus de 90% des sujets. Nous avions bien entendu leur estimation d'exposition individuelle à l'amiante. Vous voyez une courbe où, là encore, selon qu'on n'a pas de plaques ou qu'on a des plaques pleurales, au fil du temps, les deux populations s'écartent. Et ça se traduit à nouveau par une association, alors avec un hazard-risque qui est moins élevé, nettement moins élevé que tout à l'heure, mais qui dépasse 2. En revanche, évidemment, on retrouve l'association avec le tabagisme, ce qui est attendu, mais la ligne du bas, clairement, concerne des résultats obtenus après ajustement sur le tabagisme et l'exposition cumulée. Donc, dans cette cohorte Art déco, il semble qu'il y ait un lien entre plaque pleurale et décès par cancer du poumon. Dernier élément, le lien entre amiante et un premier cancer digestif, qui est le côlon-rectum. Et donc là, je vais directement aux résultats qui ont été publiés très récemment, puisqu'ils ont été publiés au début de l'année 2017 par Christophe Paris. Et on voit que donc les résultats ont été stratifiés sur la latence. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que dans l'ensemble de la cohorte Art déco, population masculine, c'est-à-dire un peu plus de 14 000 personnes, il existe un excès significatif de cancer du côlon lorsque la latence écoulée est inférieure à 40 ans. En revanche, au-delà de 40 ans, cet excès semble disparaître. Excès qui est encore majoré lorsqu'on prend en compte les antécédents, les facteurs de risque classiques de cancer colique, que sont les antécédents familiaux de polypose, mais également des facteurs nutritionnels qui avaient pu être obtenus chez un peu plus de 3500 personnes, avec un hazard risque qui dépasse 11.
Et donc la conclusion, un lien exposition à l'amiante, incidence du cancer colorectal, quand la latence est inférieure à 40 ans, excès qui disparaît ensuite comme s'il y avait en quelque sorte une anticipation de la survenue de la tumeur. Donc globalement, les résultats obtenus sont en défaveur d'une association amiante-trouble obstructif, sont très en faveur d'un lien entre plaque pleurale et survenue du mésothéliome pleural. Je serai plus nuancé par rapport au cancer bronchique. Et les résultats sont également en faveur du lien entre amiante et excès de risque de cancer colorectal. Ce n'est bien sûr pas la première étude qui va dans ce sens, mais là, il y avait des estimations individuelles du niveau d'exposition qui sont a priori un plus par rapport à des études antérieurement publiées. Je vais passer, car je suis passé dans le rouge. Donc ce programme de surveillance post-professionnelle a permis d'acquérir de nombreux enseignements pour aider à mieux définir les modalités de surveillance post-exposition ou post-professionnelle après exposition à l'amiante et à mieux définir les facteurs de risque de survenue de différents cancers. Il y a un rôle clé de l'examen tomodensitométrique thoracique, des conditions techniques rigoureuses à respecter qui vont vous être présentées après et dont j'espère vous avoir convaincu du bien fondé de les respecter. Alors, il va y avoir dans le programme Art-Déco une nouvelle campagne d'examen TDM du thorax chez les gens qui ont déjà eu antérieurement, un des objectifs étant de décrire la cinétique de progression des anomalies ou la cinétique d'apparition d'anomalies au scanner chez des sujets qui étaient indemnes d'atteinte pleurale ou parenchymateuse lors du premier scanner. Enfin, pour ce qui a trait au dépistage du cancer du poumon, là c'est Bénédicte qui en reparlera, mais clairement aujourd'hui, il n'y a pas de dépistage préconisé en dehors de l'expérimentation avec des critères extrêmement rigoureux qu'elle évoquera tout à l'heure en 2017. Sur cette diapositive, je tiens à remercier, et j'espère n'avoir oublié personne sur la diapositive, tous les participants à ce programme ou à son exploitation, le consortium Art-Déco actuel, les personnes constituant le consortium actuel étant au début de cette diapositive. Ce programme continue d'être soutenu par la CNAM-TS actuellement et a bénéficié dans le passé du soutien du ministère du Travail et de l'ANSES. Je vous remercie.